Donc, disais-je, les nouveautés. Alors, pareil, les nouveautés, on va être sur quelque chose de très très court, étant donné qu'il n'y a pas eu de Slice of Life Fantasy ou qui s'en rapproche de Yashike, en tout cas, ou de Mono no Aware, qui m'intéressaient les 2 semaines qui sont passées. Donc, au final, il n'y a que 2 petites sorties cette semaine, qui est Momo's Medical History, que je vais vous reviewer sur la fin. Je l'ai ici. J'ai fait mes petites notes, vous voyez. Et Mission in the Apocalypse, que j'ai également ici, que j'ai réussi à choper. Je sais pas si on va bien le voir ici. Hop, qui lui est un manga, pareil, post-apo, qui se rapproche dans son synopsis de Girl Last Tour. Et donc quelqu'un qui doit qui doit voyager pour retrouver la trace des humains. Et donc, la grosse nouveauté de la semaine, où au final, beaucoup de mangas vont sortir pour le nom commun des mortels, finalement, pour ceux qui peuvent avoir le loisir de payer une entrée 30€. Il y a le Japan Expo, où la plupart des sorties vont se faire, donc jeudi, vendredi. Surtout beaucoup de mainstream, qui personnellement ne m'intéressent pas. Beaucoup d'avant-premières, notamment chez Meian, qui, pareil, ça, je les ai pas mis dans les news, mais vont sortir beaucoup de collectors, beaucoup d'avant-premières sur leur tome de Yuri et sur les tomes de leur catalogue Hot Manga, que je ne peux donc pas vous montrer ici. Étant donné que je n'y vais pas, je n'ai pas retenu les tomes, et donc je ne les ai pas fait apparaître sur la frise. Les Yuri! Et oui, beaucoup de Yuri. Pareil, je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard quand ils seront officiellement sortis. Mais j'ai vu qu'il y avait... On a un peu pour tous les goûts, dirons-nous. Momo Medical History, je pense le prendre grâce à ton retour. Et je vais pouvoir même te faire un meilleur retour tout à l'heure. Vu qu'on va passer un bon quart d'heure, 20 minutes pour le présenter. Donc voilà, comme je disais, c'est une actualité un peu léger. Je voulais pas forcer à rajouter des tomes qui potentiellement pourraient m'intéresser mais que j'ai pas pris, etc. Sachant que je n'ai pas reçu ma commande Meian qui aurait dû arriver hier. Et donc j'ai beaucoup moins d'achats à vous présenter, mais je vais quand même avoir quelque chose à vous montrer. Hop, alors ça va demander attention de la technique. Hop là! Vue clavier. Vous avez de la chance, j'ai un beau clavier. Hop! Alors, je vais vous remettre ici en attendant. J'ai oublié des choses. Je n'ai pas tout setup. Hop là! C'est bon. Yves, il a setup le fond. La suite va vous surprendre. Disais-je, j'ai quand même quelques achats à vous présenter. Et donc qui feront sûrement l'objet de retours de lecture plus tard. On a donc Mission in the Apocalypse. Hop, on va remonter un peu plus pour que vous ayez tout le loisir de voir. Mission in the Apocalypse, mon superbe accent. Donc nouveauté dans Moonlight, donc chez Delcourt. Toujours 8,50€. Comme je disais, donc un slice of life science-fiction, post-apo, un peu à la Girl Last Tour, où leur héroïne doit chercher la présence d'humains. C'est un titre qui est déjà entièrement disponible en anglais, qui est disponible chez eux dans un joli coffret. Je regrette un petit peu qu'on n'ait pas eu de coffret chez Delcourt. Le trait est plutôt sympathique, et donc j'ai très hâte de découvrir et voir si ça rentre dans la ligne éditoriale finalement de Moonlight, qui sont des œuvres un petit peu plus contemplatives finalement, et qui jouent beaucoup sur le sentiment humain et l'émotion,
comme on a pu voir dans d'autres titres chez eux. C'est pas moche, moi j'aime beaucoup. Le trait peut-être des visages un peu simplistes, mais les décors sont très travaillés. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de le prendre dès sa sortie. Et donc la promesse d'être une sorte de Girl Last Tour, qui est un de mes mangas favoris. Voilà, je sais pas si vous, ça vous intéresse. Il y aura sûrement un retour après la lecture dans 2 semaines. Mais voilà, en tout cas, c'est mignon tout plein. C'est terminé au Japon en 3 tomes, normalement. Et donc on espère que Delcourt sortira ça assez vite. On a de superbes doubles pages, de décors. Voilà. Ensuite, comme je disais, on a Momo's Medical History. Hop, je vais pas tout vous montrer tout de suite parce qu'on va se le garder pour après. Hop, donc la nouveauté Panini, avec un prix très très original de 7,29€. Alors j'ai jamais vu ça, d'habitude les éditeurs font alors soit du 7,99 ou 8,99, soit se font des chiffres ronds en 0 ou 5, mais 7,29, c'est la première fois que je vois. Les décors sont vraiment bien, ouais, c'est un des gros points forts du manga. Et également, bon ça tout le monde est au courant, chez Kiyun, le nouveau tome des carnets de l'apothicaire. Bon, ça ne surprend personne, que j'ai pu récupérer avec sa jolie jaquette. J'ai acheté le collector, mais j'ai filé les goodies. Donc les carnets de l'apothicaire, on est habitué. Hop, voilà, attention, pouf, ça vous a tout spoil, vous avez le droit de crier. Je vais remonter un petit peu, parce que vous avez un joli reflet sur les jaquettes. Hop. Là, vous devriez un peu moins en avoir. Bon, le classico, hein, le bonus book a en plus une belle jaquette. Hop, le petit bonus book en plus, qui est donc la jaquette, il me semble, normale du tome, mais inversée, ce que j'ai pu voir. Et donc, en effet, bonus book, qui a une jaquette. La grenouille. Alors, j'ai un peu de tard, j'ai toujours pas vu la grenouille, pour être honnête. Mais du coup, petit bonus book avec le croquis préparatoire du chapitre 7, il me semble. Et on voit comment la dessinatrice travaille entre deux fraudes fiscales. Avec ce qui sert de petit artbook. Pub, ok. C'est la pub. Petite pub. Ah oui, j'avais pas vu celui-ci. Dites-moi quand il n'y a plus de pub. Normalement, ça devrait être bon vu qu'il n'y a que 30 secondes. Quoi, tu es pas à jour? Et non. Et non. J'ai pas lu le tome 12 pour me faire le tome 12 et 13 d'affilée. La grenouille, ça doit être le tome 12. Ou alors j'ai peut-être le tome 11 aussi de retard. Je me souviens plus. Donc petit croquerie préparatoire. Je sais pas s'il y a un artbook qui est prévu. Des carnets de l'apothicaire. Mais c'est pareil, ça c'est un artbook que dès qu'il sera disponible, s'il y en a un, que je pense prendre. Hop là. Sorti hier, ou aujourd'hui je crois même officiellement, le petit tome 13 de Yulu Camp au grand air. Toujours aussi bien, de plus en plus beau avec le temps je trouve. Afro dessine de mieux en mieux. Et on a une utilisation de plus en plus importante de planches style effet de fish eye, notamment au début, sur le road trip de Rin. On a voilà, beaucoup de plans comme ça qui font penser à du fish eye en caméra, et qui sont vraiment cool. On sent qu'elle s'intéresse beaucoup à la photographie. Depuis qu'il a changé de trame, c'est vraiment beau. Ouais, on est vraiment d'accord, pour le coup.
Et on sent vraiment le progrès. Donc petit tome où on a finalement, sur les 5 ou 6 chapitres, les histoires parallèles de chaque fille, hein, qui font leur propre anami chacune dans leur coin, avant de se retrouver dans le prochain tome pour un week-end de camping en commun. Prochain tome qu'on aura bien sûr l'année prochaine. Parce que on aime beaucoup Nobi. Je l'ai lu hier, le tome était vraiment très très cool. C'est du Yuru Camp. Les phases de cuisine donnent envie de cuisiner. Les phases de voyage donnent envie de voyager. Il y a toujours beaucoup d'humour, c'est toujours très beau. Il y a des onsen, ça donne envie de voyager au Japon. Rien de particulier de plus. Ne serait-ce que Nobi sortez Afro, la suite des mangas d'Afro, s'il vous plaît. Sortez Mono, bande de salauds. Autre manga qui est sorti très récemment, et qui n'est pas du Slice of Life. Je vous arnaque dès la première soirée. Alors on va essayer de le prononcer correctement. How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Je vais chercher demain, je ne regarde aucune page. J'espère que tu l'auras demain. Tome incroyablement cool sur la fin de l'arc qu'il y a eu. Il y a un effet doré sur la jaquette. Oui, il y a un effet sur les dorures. Et on va jouer à un jeu. Est-ce que vous reconnaissez le tableau dont s'inspire la position du personnage? Parce que moi, je ne l'ai pas. Ça va, c'est pas mal Slice of Life quand même. C'est pas mal Slice of Life, on est d'accord. L'arc qui se termine dans ce tome l'est un peu moins, parce qu'on est vraiment sur de la stratégie militaire et de la guerre. Voilà, c'est toujours aussi bien dessiné, je trouve. C'est dans les standards actuels. L'histoire est vraiment prenante. Juste dommage que ça tire sur le harem, je trouve. Ça apporte très peu de choses au manga pour le moment. Mais c'est vraiment super cool. Et notamment, je trouve que la psyché des personnages est vraiment bien retranscrit. Et on sent que pour le héros, faire la guerre, c'est une vraie peine. Notamment sur une page où je trouve que l'émotion a vraiment bien été montrée. On sent que la décision des personnages leur fait vraiment du mal, finalement. Quant aux prisonniers qui font de guerre. Pourrait... J'ai pas noté la page, mais on sent vraiment que l'auteur ou l'autrice a vraiment bien travaillé là-dessus. Ça donne un peu de crédibilité, je trouve. Où on n'est pas comme dans Slime, où, j'ai oublié le nom du héros dans Slime, je suis désolé. Où juste, on va à la baston, on les bat et fini. Là, on sent que les décisions politiques ont vraiment de l'importance pour les héros. C'est pas juste pris à la va-vite. Vraiment bon tome que je vous recommande. Limule, merci, j'avais oublié. Ensuite, dans les achats, tir groupé. Du Dragon Quest, encore une fois je vous arnaque, c'est juste de la fantasy. Bon bah Dragon Quest, hein, c'est beaucoup trop bien. On a eu de la chance, car Emblem of Roto, les héritiers de l'Emblème, c'est terminé il y a 2 semaines. Et on enchaîne sur 2 tomes simultanés chez Delcourt. Donc le tome 9 de l'aventure de Dai, avec toujours autant de coquilles. Et le spin-off, que j'ai pu lire également. Qui est, ma foi, très très sympathique. Je reviendrai dessus après, je pense. Voilà. Des grosses fesses, il y a des paf-paf, il y a beaucoup de personnages importants qu'il y a dans la quête de Dai classique. Je reviendrai dessus sur la lecture, parce qu'il y a certains points qui
qui m'ont chagriné, on va dire, mais on reviendra dessus sur la partie lecture. Hop. Un tome que je n'ouvrirai pas pour des raisons évidentes, Monster Musume. Alors pareil, points qui m'ont chagriné, je reviendrai dessus dans la partie lecture. Nos voisins les yokai. Alors là, pour le coup, on est sur une énorme roco qu'on va traiter dans la partie review. Manga de chez Nobinobi, qui a eu une adaptation animée, et qui est vraiment la quintessence de pourquoi cette chaîne existe. C'est ce genre d'œuvre que moi j'ai envie de vous faire découvrir. Donc on reviendra après, je vous tease. Ouf. Et c'est tous mes achats sur ces 2 dernières semaines. Comme je disais, je n'ai pas pu avoir mon colis Meian, qui contient 10 tomes de souvenirs. Beaucoup de suites, principalement. Et donc qui seront seulement montrés là dans 2 semaines. C'était tous mes achats, comme je disais. Normalement, il y aura beaucoup plus de choses à présenter dans 2 semaines, donc je disais, à cause du colis Meian, et parce que beaucoup de sorties se feront seulement la semaine prochaine. Après juillet-août, ça va être calme. Ouais, surtout le mois d'août, j'ai regardé, j'ai quasi aucune sortie. C'est un poil triste, on va être honnête. Mais là, le principal des sorties se fait du coup demain et après-demain. Donc pour aujourd'hui, c'est un peu calme. Ce qui fait aussi que le live sera court, à cause de ça. Ça va permettre de compléter. Ouais, on est d'accord. C'est bien d'avoir des petites périodes comme ça. Quand ça devient calme à Noël et pendant l'été, c'est cool. Mais la rentrée littéraire de septembre va être plutôt chargée, je pense. Tu pourras relire Spice and Wolf du coup. Je peux relire le light novel en français, ouais, il faut que je le fasse. Et plot twist, peut-être que je vais avoir les tomes en japonais de la Deluxe. Peut-être que je suis en train de négocier pour récupérer les 4 premiers tomes. Et donc peut-être me les lire en japonais. Ma foi, comme je disais, on va passer sur la partie lecture. C'était vraiment le teasing pour... Salut Nils8. Hello, comment ça va? Eh bah ça va bien. Ça va très bien. Tu arrives pour la partie croustillante où on va défoncer ce tome. Alors comme je vous le disais, je vais pas l'ouvrir. J'ai pas envie de faire bannir la chaîne au premier live d'Iyashike. Quoi dire de ce tome? Eh ben il est dans la veine des 2 tomes précédents. C'était du fanservice et du cul pour faire du fanservice et du cul. On n'a plus d'histoire. On a des propos qui sont à la limite de la pédophilie, je trouve. Et je me demande si c'est pas la raison pour laquelle... Oh, pour... Pas toi qui m'oublie. D'accord. Désolé, je l'ai pas. Désolé, j'ai effacé. La raison pour laquelle Ototo a mis quasi 2 ans à le sortir, c'est que je pense que c'était un peu trop à la limite, et qu'il a dû avoir un bras de fer pour le sortir en mode « Non, mais t'inquiète, elles ont 800 ans. » En mode « Non, t'inquiète, elles sont adultes, même si elles ont des corps d'enfants. » Et donc, tome que j'ai pas beaucoup aimé, finalement. Je vais pas arrêter la série pour ça. J'aimerais bien la finir. Et bon, ceux qui me connaissent, j'ai la collectionnite aiguë. Et donc je vais le garder parce que c'est un slice of life fantasy. Mais on est sur un tome vraiment que j'ai pas aimé du tout. Donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici. Et si c'est partagé ou non. Si elle a une fin un jour, je pense qu'elle aura une fin. Je pense que l'auteur en a marre. Alors, j'ai menti. Tout n'est pas acheté. Le dernier tome était, le dernier chapitre était vraiment très bien.
qui est une histoire en parallèle, où il n'y avait pas de cul, donc c'était bien. Je préfère le début où on avait de la vraie romance. Ouais, c'était vite fait de la romance quand même. Regardez s'il n'y a pas vite fait une page un peu safe. Il n'y a pas une seule page de safe dans ce manga. C'est affreux. Hop. On va continuer sur ce que j'ai le moins aimé finalement, même si je l'ai beaucoup aimé. Donc The Adventure of Dai. Sur le spin-off avec Avan, qui est donc son maître, à Dai, dans l'histoire principale. Qu'est-ce qui fait d'habitude un bon manga Dragon Quest? Il faut des attaques de Dragon Quest, un héros de légende qui blablabla la légende, il a des pouvoirs cachés et il se révèle, et des inspirations qui viennent du jeu, des références, etc. Est-ce que The Adventure of Dai avec Avan, ne m'avance pas de le prononcer en anglais, est-ce que ça remplit tout ça? La réponse est oui. Si vous avez aimé l'original, si vous aimez Dragon Quest, vous allez l'aimer. Maintenant, il y a quand même des défauts. Et c'est surtout au niveau du découpage. Ça va beaucoup trop vite. Je trouve que tout va trop vite dans le découpage et dans le récit en lui-même aussi. Tout va beaucoup trop vite. Au début, on nous prend le temps de nous présenter le héros. On nous prend le temps de présenter qui est le méchant. Si vous avez lu Dai, vous reconnaîtrez le méchant, bien sûr. On vous présente c'est qui ses subordonnés, et ça part tout de suite à la baston. Avan, dès les premiers chapitres, fait son super pouvoir. Et le but de l'histoire, c'est que Avan a réussi à faire son super pouvoir, le Avan Slash, mais veut le maîtriser, parce qu'il a sorti ça au pif finalement. Il ne le maîtrise pas, il veut trouver des maîtres pour réussir à apprendre à maîtriser sa technique. Et donc, dans les premiers chapitres, il fait déjà son Avan Slash. Très très vite, il va trouver son équipe, avec son ami dans la garde royale, et une prêtresse qui est en fait une ninja. Il va déjà trouver un des premiers maîtres, il va déjà tuer un des subordonnés. Je rappelle, on est sur le premier tome de la série. Il a déjà fait un quart de la quête. Et moi, c'est ça qui me perturbe un peu, c'est que c'est beaucoup trop rapide. Ensuite, c'est joli. C'est dans les standards actuels. Ce qui est même assez marrant, c'est que... Et ça, c'était partagé par le podcast La 5ème de couverture. C'est que c'est assez moderne, mais en même temps, t'as l'impression que c'est l'auteur original de la quête de Dai qui aurait pu le dessiner. Et ça, c'est un très bon point. Comme je disais, il y a quand même une partie d'humour, surtout au début. On a des références à Dragon Quest. On a des références un peu même subtiles, vraiment pour les vrais fans. Et on a forcément des références au Dai classique. En même temps, c'est le spin-off, encore heureux. Voilà. On a des doubles pages, quasi doubles pages, qui sont assez sympathiques. Est-ce que je le recommande? Je dirais que non. Je ne le recommande pas, parce qu'il faut vraiment être très très fan de Dragon Quest ou de Dai. Même moi qui suis pas un énorme fan de Dai, à un moment je me suis dit, j'ai un petit peu regretté quand même mon achat. Heureusement que c'est estampillé Dragon Quest, sinon je pense que je l'aurais pas pris. Voilà, c'est un avis, petit avis rapide. Je sais pas si d'autres personnes ont tenté. Voilà, c'est du classique, hein, c'est vraiment le shonen classico-classique de fantasy qui répond plus à des canons modernes, dirons-nous. Voilà. On est d'accord dans le dernier chapitre. Oui, tu parlais de Monster Musume. Ouais, le dernier chapitre, c'est vraiment bien pour le coup de Monster Musume. Hop là. Ensuite, lecture suivante.
Donc je vous ai déjà fait le retour de celui-ci, je vais pas revenir dessus. C'était un très bon tome. Au grand air pareil, je vais pas revenir dessus. Mais je vais revenir sur un tome un peu plus ancien, qui est... Encore un nom en anglais que je vais devoir prononcer. The Saint whose engagement was broken. When she became too perfect, is sold to a neighboring kingdom. Le nom est beaucoup trop long pour ce manga. De quoi que ça parle? Ça parle donc de l'héroïne, qui est une sainte. Qu'est-ce qu'une sainte dans l'univers? C'est un personnage politico-religieux qui a des tâches qui sont en gros de produire des miracles pour la population. Miracles qui peuvent être chasser des démons, faire pleuvoir la pluie pour assurer les moissons, ce genre de miracles. Ils sont vraiment dédiés à faire beaucoup de choses. Et donc l'héroïne est proclamée la plus grande sainte de l'histoire et est revendue par ses parents au royaume voisin. Sainte qui normalement était promise à un prince, mais qui, on comprend, voulait plutôt se faire sa petite sœur, qui est aussi une sainte. Et donc ce personnage n'a jamais reçu l'amour de ses parents de sa vie, n'a fait que travailler toute sa vie, et s'est fait un peu voire trahir finalement par sa famille et sa patrie, et revendu au royaume d'à côté. Royaume d'à côté qui, la traite super bien. C'est genre, elle redécouvre c'est quoi le plaisir de vivre, le plaisir d'avoir des amis, le plaisir d'être remercié pour son travail, tout simplement. Le fait de pouvoir prendre des pauses dans son travail. C'est un manga qui sort chez Meian, donc au prix de 6,95, qui est toujours en cours au Japon, et qui est actuellement à 2 tomes, le 3e sortant très bientôt. J'avais adoré le tome 1, qui était vraiment, dans ce que fait Meian, un peu une bouffée d'air frais, qui était beaucoup, je trouve, soit dans le manga de villainess en ce moment, soit dans le l'isekai très harem. Et ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu un manga aussi bien. Coucou Miku, comment ça va? Manga qui est vraiment, comme je disais, super top. Alors, le trait est un peu en deçà des standards, je trouve. Mais c'est rattrapé par des personnages qui sont vraiment attachants. L'héroïne qui est vraiment sympathique également. Et donc dans ce tome qui est un tome qui amorce finalement un peu une intrigue un peu plus globale, où l'héroïne va essayer de comprendre pourquoi sa famille l'a rejeté toutes ces années, même si on comprend plus ou moins que ça va surtout être une histoire d'argent. C'est très touchant de voir que l'héroïne s'ouvre au monde, s'ouvre aux relations humaines finalement, parce qu'elle a toujours été très solitaire, vu qu'à moitié bannie par sa famille. Et c'est touchant de voir finalement un manga où juste il se passe plein de bonnes choses pour l'héroïne, malgré l'adversité qui l'attend, et l'invasion des démons venus des enfers qui se profilent. Est-ce qu'on a de belles planches à montrer? Ça a l'air d'avoir la même vibe que My Happy Marriage. My Happy Marriage, je dirais que c'est beaucoup plus sombre. Là, c'est vraiment premier chapitre, l'héroïne est dans le mal, et deuxième chapitre, il y a déjà le monde, sa nouvelle patrie qui lui ouvre les bras. On est beaucoup plus sur quelque chose de très joyeux, je dirais. Une petite romance qui, je pense, va se profiler également. Bah ça va, je viens soutenir pour ce premier podcast. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je ne cache pas que je suis très stressé. Encore actuellement, au bout d'une heure. Petite reco, donc, je disais. Le tome 3 va bientôt sortir. Là, on voit sa sœur.
Les pages de chapitres sont très, très bien dessinées, je trouve. Et voilà, c'est le petit bonbon, dirons-nous. La petite pépite, comme certains aiment... comme certains éditeurs aiment dire. Normal, mais respire, ça va bien se passer. Merci. Enfin voilà, le tome 3, comme je disais, sort, il me semble, fin du mois. Je l'achèterai pas tout de suite, parce que j'achète mes tomes 2 par 2. Donc on le lira en même temps que le tome 4. Et je vous ferai bien sûr un retour dessus. Hop là. Je me permets. Boire, n'oubliez pas, c'est important. Hop là. Ensuite, on va être sur 2 tomes. Grand format. Je vais donc devoir remonter un petit peu la zénithale. Hop. Pour que vous puissiez bien les voir. Hop, voilà. J'en parlais tout à l'heure. On a la forêt magique de Oshigahara. Qui est donc un des 3 premiers mangas qui est sorti chez la nouvelle collection de Rue de Sèvres en partenariat avec le Renard Doré. De quoi que parle la forêt magique d'Oshigahara. C'est l'histoire d'un homme, finalement, qui est relié à la forêt donc, de Oshigahara, qui est une forêt dans laquelle peuvent se matérialiser les esprits. Et le héros est donc lié à cette forêt, et avec un petit peu de spoil pour vous expliquer un peu l'histoire, je suis désolé, est en fait une personne qui est morte, car a été assassinée par un esprit du vent, et qui doit, pour retrouver sa bien-aimée, qui est un autre esprit du vent, dont le premier a tué le héros par jalousie. Donc pour retrouver l'esprit du vent et devenir lui-même un esprit, doit remplir un petit carnet de tampons, tampons qu'il gagne à chaque fois qu'il va aider un esprit dans sa quête, dans sa vie, à régler des soucis. Donc le héros c'est lui. Et donc chaque chapitre c'est une petite excuse pour découvrir un nouvel esprit, ses problèmes, et l'aider pour essayer d'avoir ce fameux tampon. Mais les personnages reviennent de chapitre en chapitre. On n'est pas sur un manga où on est vraiment sur des chapitres qui pourraient être lus dans le désordre. Là, il y a quand même une trame dans le tout. Qu'est-ce que j'ai pensé du manga? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais... parce qu'il y a toujours un mais. Je trouve qu'il souffre d'un peu de lenteur par moment. On va déjà parler des points positifs. Le manga est vraiment très beau. Comme vous pouvez le voir. On a de très très beaux décors. Hop là. Voilà, comme là. On voit bien. Hop. De très très beaux décors. Les esprits qui sont présentés sont assez variés pour le début. Et l'histoire est assez sympathique. J'ai pas trop envie de vous spoiler non plus. Parce qu'il y a de petits plot twists, quand même, qui sont assez sympathiques. Même si je vous ai un peu résumé le plus gros de l'histoire. Je trouve que c'est un manga qui pourrait être lu par des enfants. À la base, c'est un seinen. Mais la collection Le Renard Doré a ce but, je trouve, de pouvoir être présenté à des enfants. Il y a quand même des discussions qui sont assez graves, notamment de la mort, enfin graves, importantes, peut-être pour des enfants trop jeunes. On parle de mort, on parle d'abandon, on parle d'amour. Mais je pense que c'est accessible dès le plus jeune âge. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que des mangas qui ne prennent pas les plus jeunes pour des débiles et qui ne sont pas que de la baston,
il n'y en a pas tant que ça. Par contre, je disais que je trouve que c'est un peu lent. À certains moments, j'ai trouvé que l'autrice, il me semble que c'est une autrice, faisait de longs dialogues, de longues scènes d'explication pour pas grand chose. Et donc, j'ai eu un peu de mal à finir mon premier tome, mine de rien. Ensuite, c'est loin d'être très mauvais, quand même. Comme vous voyez là aussi, c'est très très beau. Je rentre pas plus dans les détails parce que c'est donc une série toujours en cours. J'ai lu que le premier tome pour le moment. J'ai le deuxième tome qui est juste derrière moi. On en reparlera, je pense, un peu plus en chronique quand j'aurai lu plus de tomes. À savoir que la troisième couverture a été montrée par le directeur de la collection Le Renard Doré et qu'elle est magnifique. Je vous laisserai la retrouver sur les réseaux. Je sais pas si c'est un titre qui vous intéresse, si vous l'aviez vu en librairie. Comme je disais, c'est le titre qui a le plus marché dans la collection parce que c'est le seul qui a été en rupture, pour le coup. Et ce tome, c'est le tome de la première réimpression, du coup. Ça a déjà été réimprimé. Donc ça, c'est cool. Là, ça prouve que le Renard Doré a quand même un souhait de pouvoir très très vite combler les retards. Enfin, pas les retards, mais les pénuries. En même temps, c'est un peu obligatoire pour eux, vu que c'est vraiment leur tout premier manga. Jamais vu en librairie. Avant qu'on en discute, je connaissais même pas la maison d'édition. Alors, Rue de Sèvres, c'est une maison d'édition qui fait surtout de la BD. Ils avaient quelques mangas. Et là, c'est vraiment avec le partenariat avec le Renard Doré qui se jette un peu plus à l'eau. Et jamais vu en librairie, ouais. Ça m'étonne pas. Peu de personnes en ont parlé. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand un éditeur parle d'un bouquin, je regarde le nombre de personnes qui ont été touchées par le tweet sur Twitter. Il y a à peine à chaque fois 1000 personnes qui ont été touchées par les tweets. Notamment pour les premiers chapitres en présentation, etc. Ce que je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière sur cette collection. Parce que pour être honnête, les 3 titres que j'ai lus pour le moment m'ont... Alors, malgré les petits défauts qu'il y a, m'ont vraiment beaucoup plu. Et c'est vraiment pour moi ce qui manque sur le paysage du manga. Je trouve que Noévé avait fait des tentatives pour avoir un peu plus de poids sur ce marché, de ce genre de manga. Mais finalement, à part Comico, on avait très très peu d'éditeurs qui proposaient ce genre de manga. Peut-être un petit peu de Pika ou de Slash Nobinobi de temps à autre, mais vraiment très très peu. Et d'avoir finalement une collection dédiée à ce genre de manga qui peuvent s'adresser à des jeunes et qui est très très centré sur le fantastique et la fantasy, bah forcément c'était quelque chose qui allait me plaire. Donc je ne sais pas si ça vous donne envie de l'acheter. En tout cas, moi je vous conseille de soutenir la maison d'édition qui propose ça. Ne pas hésiter à demander à votre libraire, d'en parler à votre libraire, peut-être que votre libraire n'a juste pas vu que ça existait. Et voilà. Et alors, avec une histoire bonus à la fin qui est déchirante, je trouve, qui parle du deuil d'un petit garçon, de ses parents morts dans un accident de voiture. Elle est vraiment terrible. Donc, La Forêt Magique de Hoshigahara, 5 tomes en cours, il me semble. Je vais vérifier. On va vérifier. Hop. On va vite fait vérifier pour pas que je dise de bêtises. La Forêt Magique de Hoshigahara. Hop là. À 9,90, on est sur du 5 tomes terminé. Terminé. Alors, Iwaoka Isae, qui a également proposé d'autres mangas en France que l'on a, dont La Cité Saturne et
Yumine Soko au plus profond de ses rêves. Cité Saturne qui est disponible, il me semble encore, chez Big Kana. Hop. Qui est donc ce manga. Que peut-être vous connaissez. Donc, autrice qui revient un peu sur le devant de la scène. Hop, et chez Medine. Hop, très peu. Qui était prépublié dans le Afternoon, qui est un très bon magazine de prépublication.